Bienvenue sur le podcast Radio Sorcière sans fil, le podcast qui dit tout sans filtre. Aujourd'hui, nous retrouvons Mathilde et Thomas. Bonjour. Deux journalistes à la chronique de Poudlard. Et aujourd'hui, elles vont nous parler des récents événements qui ont pris place dans notre monde. Car oui, la guerre est enfin terminée dans le monde des sorciers et très bientôt seront organisés les procès des Mange-Morts à la Cour internationale pénale magique, créée spécifiquement en réponse à ces événements, dont les règles calquent celles du statut de Rome, son équivalent moldu. On vous rappelle aussi que le Comité international de la baguette rouge a reconnu que les conventions de Genève moldues s'appliquaient au monde magique. Dans cette émission, nous allons parler du droit applicable au conflit qui a ravagé notre monde magique, aborder le statut des différents acteurs qui ont peuplé notre quotidien ces dernières années et des violations du DIH qu'ils ont commis. Nous allons aussi discuter de ce que dit le droit à propos des sortilèges impardonnables quand ceux-ci sont utilisés dans le cadre des conflits armés. Et enfin, nous allons parler de l'après-conflit, afin de savoir comment se remettre d'une telle guerre. Mathilde, Thomas, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu ce qui peut attendre les sorcières et les sorciers au cours des prochains mois. C'est un plaisir d'être là. Merci à vous de nous avoir invités surtout. Donc, avant tout, pouvons-nous dire que le monde magique a été ravagé par un conflit armé? Et pourquoi? Et si oui, quelles en sont les conséquences au niveau juridique? Bien, merci pour cette première question. C'est vrai que c'est une très bonne question pour commencer, parce que avant de dire que les Mange-Morts ont commis des crimes de guerre, déjà, qu'est-ce qu'un crime de guerre? Un crime de guerre, c'est une violation du droit applicable au conflit armé, comme vous l'avez très bien expliqué en introduction, donc une violation du DIH. Il faut savoir que le DIH ne s'applique que lorsqu'il y a des conflits armés. Donc pour dire que les Mange-Morts ont commis des crimes de guerre, c'est la condition sine qua non. Avant tout, il faut qu'il y ait un conflit armé. Et parmi les conflits armés, il est important de noter qu'il existe deux types de conflits armés en droit international humanitaire. Il y a les conflits armés internationaux qui vont opposer un ou plusieurs États entre eux, et les conflits armés non internationaux, qu'on peut aussi abréger en tant que CANI, qui vont opposer un ou plusieurs États à un ou plusieurs groupes armés. Et c'est une distinction qui est très très importante, car selon qu'il s'agisse d'un conflit armé international ou d'un conflit armé non international, ce ne seront pas les mêmes règles de droit international humanitaire qui vont s'appliquer, d'où l'intérêt de faire cette distinction. Et avant de procéder à la qualification, il faut préciser que là, dans le cas de la Grande Guerre menée par les sorciers, il y avait un État, pour sûr, qui était le ministère de la Magie, et il y avait deux groupes qui sont assimilables à des groupes armés, les Mange-Morts, qui étaient menés par Voldemort, et l'armée de Dumbledore, qui était menée par Harry Potter, donc on se situerait plus dans le CANI, mais je vais laisser ma collègue préciser là-dessus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, dans l'espèce, on n'a pas deux États qui s'affrontent, donc effectivement, il semblerait que ce soit un conflit armé non international. Pour dire maintenant, pour confirmer cette présomption de conflit armé, il faut vérifier deux choses. C'est deux critères qui ont été dégagés notamment par la jurisprudence moldue. Il faut vérifier si d'abord le groupe armé en question est organisé avant d'ensuite analyser l'intensité des combats. En l'espèce ici, il semble que les deux critères soient remplis parce que dans un premier temps, en ce qui concerne l'organisation, on voit qu'à partir du tournoi des Trois Sorciers, quand Voldemort est revenu, il a pris la tête du groupe. On voit aussi qu'il y a eu un consensus dégagé sur un certain quartier général, le manoir des Malfoy, comme on le sait très bien maintenant. Severus, I was beginning to worry you had lost your way. Come. We've saved you a seat. On a différentes chaînes de commandement aussi qui sont dégagées. Donc, au niveau de l'organisation, il ne semble pas qu'il y ait eu trop de problèmes à ce niveau-là. En ce qui concerne l'intensité, là aussi, quand on voit l'intensité des combats qui ont pris part, la Grande Guerre notamment, mais on peut penser à d'autres événements, la mort du pauvre Cédric Diggory. Encore une fois, à partir lors du tournoi des Trois Sorciers, on voit qu'il n'y a pas vraiment de doute qui plane sur l'intensité. Les armes utilisées, les baguettes magiques n'étaient pas bridées, on pouvait tout à fait lancer des sortilèges violents. Donc voilà, on peut dire qu'à partir du moment où vous savez qui est revenu à la vie, il y a eu un véritable conflit armé qui s'est dégagé. C'est ça, et j'ajouterais même par exemple dans les exemples aussi le combat qui a eu lieu au ministère de la Magie. Et en contre-exemple également, tout ce qui s'est passé avant la résurrection de Voldemort au tournoi des Trois Sorciers était vraiment trop minime pour qu'on puisse parler d'intensité des combats, parce qu'à ce moment-là, c'était Harry qui rencontrait Voldemort une fois par année
Et on ne peut pas considérer que ce soit suffisamment intense, n'est-ce pas, chers collègues? Oui, oui, parfaitement, parfaitement. On pense notamment à la 11e année de notre cher Harry Potter, le combat de la pierre philosophale. C'était pas vraiment assez régulier ni assez intense pour qu'on puisse dire qu'il y avait un conflit. Dans ce cas-là, le droit humanitaire, comme je le disais en introduction, ne s'appliquait pas. Tous ces événements-là étaient réglés par un autre corpus juridique, les droits humains, le droit des sorciers finalement, et des sorcières bien sûr. Exactement. Je n'aurais pas mieux dit, chers collègues. The ministry has fallen. The minister of magic is dead. Il y a tout de même une nuance à apporter, c'est que certes, au début, on était dans le cadre d'un État, donc le ministère de la Magie, soutenu par l'armée de Dumbledore, qui s'opposait à un groupe armé, les Mange-Morts, menés par Voldemort. Mais assez rapidement, la situation s'est inversée, puisque les Mange-Morts ont réussi à prendre le contrôle du ministère, qui était à peu près, si je ne me trompe pas, vers la 16e année de Harry Potter. Tout à fait. Donc à partir de là, les Mange-Morts ont simplement pris le contrôle du ministère, et de ce fait, ils sont devenus le gouvernement, donc l'État. Ils sont passés du statut de groupe armé à celui d'État, comme le rappelle notre actualité avec les talibans qui ont repris le pouvoir en Afghanistan et qui sont donc également passés du statut de groupe armé à celui d'État. Et à partir de là, c'est l'armée de Dumbledore qui a obtenu le statut de groupe armé en faisant du coup opposition à l'État qui était représenté par les Mange-Morts. Mais donc on reste dans le cadre d'un CANI, c'est toujours un CANI, donc ce sont toujours les règles des conflits armés non internationaux qui vont s'appliquer. C'est tout simplement que désormais les Mange-Morts sont l'État et l'armée de Dumbledore et le groupe armé. C'est ça, en fait, il y a une requalification des parties au conflit, mais pas du conflit dans sa globalité. C'est ça. Et du coup, par contre, il est important aussi de vérifier si l'armée de Dumbledore répond bien aux critères du groupe armé tels que définis dans l'arrêt Taditch. Donc, comme l'avait bien dit ma collègue, les règles de l'organisation et de l'intensité. Sur l'organisation, ils avaient un quartier général avec la salle sur demande en l'espèce. Oui, on peut penser aussi au Square Grimaud, par exemple. Exactement, voire même la maison de vacances où malheureusement Dobby est mort. Et qu'ils avaient également une hiérarchie avec Harry Potter qui était à leur tête, le frère de Albus Dumbledore qui se chargeait d'accueillir les nouveaux arrivants, Neville qui avait pris une certaine importance également dans la hiérarchie. Donc il y avait vraiment une hiérarchie au sein de ce groupe armé, il y avait une intensité des combats, il y a même eu des morts, notamment Dobby comme je l'avais cité. L'armée de Dumbledore avait bien le statut de groupe armé au regard du droit international humanitaire. Et on était donc toujours dans un conflit armé non international lorsque les Mange-Morts ont pris le contrôle du ministère. Donc, si je comprends bien, là, les Mange-Morts, au début, avaient le statut de groupe armé, puis ensuite, ils ont acquis le statut de combattant au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça veut dire au niveau du droit? Et aussi, par rapport à l'armée de Dumbledore, est-ce qu'il y a eu des changements? Puis est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus aussi? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que peu importe le statut qu'avaient les Mange-Morts, pour parler d'eux dans un premier temps, lorsqu'ils étaient membres du gouvernement, ils faisaient donc partie de l'armée du gouvernement, ils étaient membres d'une force armée étatique, mais aussi lorsqu'ils n'avaient le statut que finalement de groupe armé, ils étaient objets licites d'attaque. On pouvait les attaquer parce qu'ils participaient directement aux hostilités et qu'ils se dégageaient de la population civile. Ils se distinguaient de la population civile. À ce titre, ils perdaient, lorsqu'ils étaient en groupe armé, ils perdaient la protection qui est dévolue aux civils. Et donc, voilà, on pouvait tout à fait les attaquer. Et en ce qui concerne l'armée de Dumbledore, c'est une très bonne question sur les impacts juridiques que ça a eu. Parce que l'armée de Dumbledore, il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'enfants, parce qu'ils recrutaient notamment à Poudlard, et beaucoup d'enfants qui avaient en dessous de 15 ans. On peut notamment penser aux frères Crivet, Colin et Denis Crivet, qui avaient respectivement 13 et 14 ans, donc ils avaient en dessous de 15 ans. Et pourquoi je dis en dessous de 15 ans? C'est parce que les textes de DIH interdisent tout simplement l'enrôlement d'enfants dans les conflits armés qui sont âgés de moins de 15 ans. Donc, à partir de là, ce qu'a fait Harry Potter, parce que c'était Harry Potter qui les a enrôlés, même s'ils l'ont fait de façon volontaire et avec un souhait sincère de défendre l'armée de Dumbledore, quand même Harry Potter a enrôlé des enfants de moins de 15 ans dans son armée, ce qui est prohibé par le DIH. Et c'est quelque chose qu'il faut noter parce que le droit international humanitaire, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Même le camp qui se prétend être le camp du bien, des fois va faire des violations, et là en l'occurrence c'était une vraie violation du DIH qu'a commis Harry Potter en enrôlant des enfants de moins de 15 ans.
Moi, je vous trouve un petit peu injuste de vous en prendre à notre héros national, qui nous a quand même tous et toutes sauvés d'une mort certaine. On sait que Voldemort a aussi recruté parmi notamment les élèves de Serpentard. On pense notamment à ce pauvre Drago Malfoy qui a été enrôlé. Même si les textes de DIH, comme vous l'avez très justement dit, spécifient que l'interdiction se situe aux alentours de 15 ans, il existe d'autres textes, notamment dans le monde moldu, qui protègent les enfants contre les enrôlements et l'utilisation dans les forces armées et pour les combats à partir de 18 ans. Donc même si Drago Malfoy a été recruté après ses 15 ans, si on applique ce texte-là, dans ce cas-là, vous savez qui devient aussi un recruteur d'enfants soldats. Oui, j'aurais une question par rapport à ça. Une fois que les enfants ont été enrôlés, par exemple, dans l'armée, est-ce que, étant donné qu'ils acquièrent le statut de combattant, le DIH pourrait permettre qu'on les tue, même s'ils ont moins que 15 ans ou moins que 18 ans selon le droit applicable? Alors, je vais vous apporter une toute petite précision. Vous avez dit, est-ce qu'ils acquièrent le statut de combattant? Dans tous les cas, non, car ils appartenaient à un groupe armé et que les membres de groupe armé ne sont pas considérés comme des combattants au regard du DIH. C'est une petite précision linguistique, mais qui a quand même son importance parce que un combattant, c'est vraiment le soldat qui appartient à un État. Par contre, est-ce que ça les rend pour autant licites des attaques envers eux? Oui et non. Il n'y a pas de règle qui l'interdit explicitement, mais on va généralement conseiller de prendre encore plus de précautions quand on va se retrouver face à des enfants soldats. C'est-à-dire le DIH, de toute façon, de règle générale, conseille de blesser plutôt que de tuer, de capturer plutôt que de blesser. Là, on va essayer encore plus de l'appliquer quand c'est des enfants soldats et on va répliquer par la force vraiment que lorsqu'elle est strictement nécessaire, qu'on n'a pas le choix, que l'enfant soldat, par exemple, nous pointe avec sa baguette magique et est prêt à nous lancer un sortilège d'Avada Kedavra à n'importe quel moment. Là, évidemment que le soldat en face de cet enfant soldat aura le droit de répliquer si nécessaire, mais on va juste essayer de prendre plus de précautions que d'habitude, bien que, encore une fois, il n'y ait pas vraiment d'interdiction explicite à ce sujet. Mais peut-être que ma collègue pourra compléter. Oui, mais j'irais même au-delà de ça. Il faut savoir que les enfants, en droit international humanitaire, ont un statut spécial, qui portent les armes ou non. Au lieu de les tuer, on peut utiliser des sortilèges qui les mettent hors d'état de nuire, le stupéfixe, l'expelliarmus, autre que le sortilège fatal, finalement. D'accord, merci pour les précisions. D'ailleurs, on note que la plupart des enfants qui étaient impliqués étaient à l'école, à Poudlard, et que l'assaut final a été vraiment mené contre l'école. Donc, est-ce qu'on a le droit de mener des attaques contre des écoles en droit international humanitaire? Pierre Totum Locomotor! Poudlard est menacé. Gardez le mur d'enceinte. Protégez-nous. Faites votre devoir envers notre école. Eh bien non, effectivement, vous faites bien de le soulever, c'est que les écoles sont protégées en droit international humanitaire en tant que biens civils par nature. D'autant plus que, je vous parlais tout à l'heure de la protection spéciale des enfants, eh bien, une des branches de cette protection dit que les enfants, même en cas de conflit armé, doivent pouvoir continuer à bénéficier d'une éducation. Donc si l'école est détruite, tout de suite c'est un peu plus compliqué. En plus, il convient aussi de rappeler que Poudlard n'a pas arrêté de donner des cours et que donc il y avait encore des enfants, même pendant le pic de la guerre, qui étaient à Poudlard. Donc malgré le fait que cette école, elle servait aussi de QG pour l'armée de Dumbledore, ce qui en faisait du coup un bien détourné qui pouvait rendre des attaques envers elle licites, il était quand même nécessaire que ces attaques prennent le plus de précautions possible. Par exemple, avertir les personnes qui étaient sincèrement en cours et qui n'étaient pas du tout mêlées à l'armée de Dumbledore, les avertir afin qu'ils puissent ou qu'elles puissent sortir de cette école avant que les attaques soient menées. Certes, encore une fois, le fait que l'armée de Dumbledore avait établi son QG à Poudlard faisait que la protection de l'école était détournée et donc que cette protection était perdue, mais cela n'excluait pas pour autant les principes traditionnels de DH, qui sont les principes de distinction, de précaution surtout, et de proportionnalité, donc de savoir par exemple la précaution d'avertir encore une fois les élèves qui ne faisaient pas partie de l'armée de Dumbledore auparavant, le principe de proportionnalité, à savoir éviter que les dégâts causés par l'attaque de l'école ne soient trop disproportionnés par rapport à l'avantage militaire obtenu en attaquant l'armée de Dumbledore.
Donc ce sont autant de règles qu'il fallait veiller à respecter malgré le fait que cette protection, encore une fois, a été perdue du fait de l'armée de Dumbledore. I know that many of you will want to fight. Some of you may even think that to fight is wise. But this is folly. Give me Harry Potter. Do this, and none shall be harmed. Give me Harry Potter, and I shall leave Hogwarts untouched. Give me Harry Potter, and you will be rewarded. You will have 1 hour. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que le fait que Voldemort avertisse les gens qui se trouvaient à Poudlard lors de la bataille finale en disant qu'il n'attaquerait pas l'école si on lui rendait Harry Potter est une forme de respect du droit international humanitaire de sa part? C'est un très très bon point, effectivement. C'est exactement là où je voulais en venir à travers cela. Ça respecte parfaitement le principe de précaution qui consiste à prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour éviter le plus possible des victimes civiles, donc des victimes de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités. Et en l'occurrence, lorsque Voldemort a donné un avertissement à tous ceux qui ne voulaient pas se joindre à la bataille, tous les élèves qui ne se sentaient pas concernés par cette bataille-là, qui pouvaient s'échapper et donner Harry Potter en échange de leur liberté et de leur sûreté. Donc oui, c'est terrible à dire parce qu'on sait à quel point Voldemort a été à l'origine de nombreuses morts, mais sur ce point-là, il a bien respecté le principe de précaution. Merci beaucoup sur la nuance. Maintenant, j'aimerais vous amener peut-être sur un autre terrain, vers un autre sujet. On sait que les 3 sortilèges impardonnables sont interdits dans notre monde magique, mais on sait aussi qu'en temps de guerre, certains droits, comme le droit à la vie par exemple, peuvent être dérogés. Est-ce que ça veut dire que les sortilèges impardonnables pourraient devenir pardonnables en vertu du droit international humanitaire? Alors c'est une très bonne réflexion que vous avez faite. Effectivement, le droit de la guerre n'interdit pas de tuer en soi. Il interdit simplement de tuer lorsque la mort ne remplit pas certaines conditions, certaines règles et principes qui sont bien établis en droit international humanitaire, que ce soit dans les conventions de Genève ou dans le droit international humanitaire coutumier. Donc moi je vais commencer avec le premier de ces 3 sortilèges impardonnables qui est Avada Kedavra, qui pour rappel est un sortilège de mort, donc c'est un sortilège qui permet de tuer instantanément la personne que vous visez avec. En l'occurrence, mon avis sur la question, c'est que Avada Kedavra est un sortilège impardonnable dans le monde des sorciers, mais respectueux du DIH. Je m'explique. Le DIH, tout d'abord, il y a le principe de distinction qui interdit de viser délibérément des personnes civiles. Donc, à partir du moment où le sortilège d'Avada Kedavra ne va pas viser des personnes civiles, mais des combattants ou des membres d'un groupe armé, il ne va pas commettre d'infraction au principe de distinction. Ensuite, le deuxième principe, c'est le principe de précaution. De prendre le plus de précautions pratiquement possible pour éviter des victimes incidentes civiles lorsqu'on ne les vise pas délibérément. Par exemple, on va attaquer un combattant ou un groupe armé et notre attaque va causer des pertes incidentes. En l'occurrence, Avada Kedavra est un sortilège très précis. C'est-à-dire qu'il ne va pas, ce n'est pas une explosion, il ne fait pas d'effets collatéraux. Donc, il va vraiment toucher la personne qui est visée. Donc, à partir du moment où ce n'est pas un civil qui est visé, le principe de précaution est quasiment automatiquement rempli. Ensuite, il a le principe de proportionnalité, qui consiste à ce que les victimes incidentes civiles ne soient pas disproportionnées par rapport à l'avantage militaire direct et concret obtenu. Là, encore une fois, de par la précision du sortilège Avada Kedavra, on peut estimer qu'il respecte bien le principe de proportionnalité, parce qu'il ne crée pas d'explosion, je le rappelle, mais il tue vraiment la personne que l'on vise. Donc, le principe de proportionnalité est généralement rempli à travers l'utilisation de ce sortilège. Et enfin, un dernier grand principe en DIH, c'est l'interdiction des mots superflus. C'est-à-dire que, comme on l'avait rappelé tout à l'heure, un des principes pour le coup moraux du DIH, c'est que c'est toujours préférable de blesser plutôt que de tuer et d'emprisonner plutôt que de blesser. Mais il y a un principe qui pour le coup n'est pas moral, mais qui est vraiment écrit noir sur blanc, c'est que il ne faut pas causer de mots superflus. Et si on peut tuer une personne directement au lieu de la faire souffrir à travers la mort, c'est ça qu'il faut employer, puisque sinon c'est réprimé par les règles de DIH. Et en l'occurrence, Avada Kedavra ne fait pas souffrir, parce que vous mourrez instantanément. Une fois que le sortilège vous touche, vous êtes mort. Il n'y a pas de risque de torture, de mauvais traitement, de traitement inhumain. C'est à peu près aussi efficace, si ce n'est plus, qu'une arme moldue classique comme un pistolet, un fusil d'assaut ou d'autres choses. Donc il n'y a aucune douleur qui est causée par Avada Kedavra et en ce sens,
ça me semble être un sortilège très respectueux du DH à partir du moment, encore une fois, où il n'est pas utilisé à l'encontre de civils, mais de combattants ou de membres d'un groupe armé. Juste avant de passer aux autres sortilèges impardonnables, je pense que la vision de mon collègue mérite d'être nuancée. Tous les principes qu'il a dit sont justes et exacts. Mais le but initial du DIH n'est pas d'anéantir complètement l'ennemi. C'est au contraire de le mettre dans un état hors d'état de nuire. Et pour cela, il est toujours préférable d'utiliser des moyens les moins fatalistes possibles. On va prendre l'exemple notamment que j'ai pris en introduction un petit peu plus tôt, l'exemple de la mort de Cédric Diggory. Soit le sortilège ne l'a pas fait souffrir, mais il était seul face à, je ne sais plus combien de mange-morts, une grande dizaine peut-être. Est-ce que vous pensez vraiment que le sortilège de l'Avada Kedavra était le seul sortilège qui aurait pu être efficace contre lui, ou est-ce que d'autres moyens moins fatalistes que ce sortilège auraient pu être utilisés? Il existe tout un panel de sortilèges à notre disposition, et il faut jamais oublier, encore une fois, que ce principe, qui est le principe d'humanité, qui est fortement ancré dans le droit international humanitaire, ne doit jamais être oublié. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Tue l'autre. Avada Kedavra! Non! En ce qui concerne le second sortilège impardonnable, donc le sortilège de l'Indoloris, là je pense que mon collègue et moi on va être complètement d'accord. Donc le sortilège de l'Indoloris, pour le rappel, c'est un sortilège qui insuffle des douleurs insupportables à la personne qui en est victime. Et là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat à avoir. Ces douleurs infligées sont qualifiables de torture, très clairement. Des gens comme les parents de ce pauvre Neville sont devenus fous à force d'être soumis à ce sortilège impardonnable. Et la torture, que ce soit en période de paix ou en période de guerre, est formellement et définitivement interdite. On n'a pas le droit de torturer. Exactement, je ne peux que vous rejoindre là-dessus. Pour le coup, la responsabilité pénale des personnes qui ont utilisé Indoloris pourrait être engagée parce qu'effectivement, la torture est prohibée. C'est une interdiction absolue dans tous les textes de droits humains, dans tous les textes de DIH et dans tous les textes de droit international pénal. Donc je ne peux que vous rejoindre sur ce point-là. Maintenant, sur le troisième sortilège et le dernier sortilège impardonnable, qui est l'Imperium, qui, pour rappel, permet de prendre possession d'une personne, tout simplement, de contrôler ses faits et gestes, ses mots, etc. Le droit international humanitaire, en tant que corpus juridique moldu, n'a pas pu anticiper des situations qui allaient aussi loin. Car vous vous doutez bien que les moldus n'ont pas de technologie suffisante, ou en tout cas pour le moment, pour représenter les effets que fait l'Imperium. Cependant, il est important de rappeler que les règles de DIH interdisent la perfidie. La perfidie, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait de prendre les protections qui sont accordées à certaines personnes, et notamment les hôpitaux, le CICR, la Croix-Rouge, toutes les organisations qui sont humanitaires et impartiales qui œuvrent sur les champs de bataille, de revêtir leur uniforme ou leur emblème dans le but de tromper l'ennemi et de pouvoir attaquer l'ennemi, on va dire, de façon perfide, tout simplement. Et ça, c'est interdit en DH. Donc, utiliser le sortilège de l'Imperium pour contrôler quelqu'un qui serait protégé par les conventions de Genève, telles que Madame Pontfrèche, qui travaille à l'infirmerie de Poudlard, cela serait prohibé en DH et consisterait en un crime de guerre. De même, il existe une règle de DH coutumier assez particulière qui interdit de revêtir l'uniforme de l'ennemi, des insignes de l'ennemi ou des drapeaux de l'ennemi dans le but de tromper l'ennemi. Donc, dans le même ordre d'idées, utiliser le sortilège de l'Imperium pour contrôler quelqu'un qui appartient au camp adverse, que ce soit de l'armée de Dumbledore ou des Mange-Morts, cela serait également prohibé par le DIH. Donc, on peut en conclure globalement qu'utiliser le sortilège de l'Imperium, à moins que ce soit pour contrôler le concierge de l'école et puis avoir accès au casier de l'école, serait prohibé en DIH, on va dire. Mais encore là, si c'était utilisé pour, par exemple, voler des effets personnels, ça correspondrait à du pillage. Là aussi, ce serait interdit. Très exact. Très exact. Donc non, le sortilège de l'Imperium, bien que pas explicitement prohibé en DIH, violerait indirectement de nombreuses règles de DIH. Amplificatum. Impero.
N'aie pas peur. Il ne te fera aucun mal. Cette piqûre est mortelle. Ouais, je comprends, merci pour ces commentaires vraiment super éclairants. Je voulais peut-être discuter avec vous de l'après-conflit, puis de parler du processus de réconciliation, puis de comment on peut se remettre de tels événements comme ça s'est produit dans notre monde. Effectivement, là aussi, c'est une question d'importance capitale. Hein. Il faut réussir à reconstruire après ce qui s'est passé et surtout à rapprocher les populations. Pour ça, on peut imaginer plusieurs techniques. Pour les mange-morts qui ont été enfermés, on pourrait imaginer peut-être des solutions pour les réhabiliter. Pour empêcher qu'un conflit se reproduise tel qu'on a vécu, on pourrait aussi imaginer plusieurs cours d'enseignement, des cours d'histoire de la magie, des cours d'enseignement de ce droit international humanitaire justement, parce que si on connaît les règles, au final on les respecte. Il est vrai que beaucoup reprochent au droit international humanitaire de ne pas avoir d'organes de sanction de mise en œuvre propre, mais très souvent la diffusion et la connaissance des règles est bien plus bénéfique que la sanction dans le but que ce droit soit respecté. Donc je ne peux que vous soutenir sur ce point. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Je pense que votre présence aujourd'hui puis la façon dont vous avez parlé du droit international humanitaire peut déjà contribuer à une meilleure diffusion, puis on l'espère, le processus de réconciliation qui s'amorce. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous. Chers auditeurs, chères auditrices, notre podcast touche déjà à sa fin. On espère vraiment que ça vous a plu. Oui, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus, à nous laisser vos idées, vos commentaires en commentaire et à partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'IH et Pop Culture. Et surtout, n'oubliez pas... It's Leviosa, not Leviosa.